Coconut Podcast, saison 5, présenté par le groupe Quartier, avec votre animateur, Alain Joe. Messieurs, dames, merci d'être de retour avec nous. On vous invite à vous abonner à nos différentes pages sur YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et surtout, parlez-en à vos amis afin qu'ils puissent suivre le Coconut Podcast. Notre troisième invité, elle se passe de présentation, ça c'est clair. Si vous faites un tour au centre-ville de Montréal, au Club Soda, par exemple, lors d'une soirée du HMI, Haitian Music Industry, eh bien, vous allez entendre un cri strident de celle que nous allons nous entretenir dans quelques instants. C'est une femme de cœur qui a un amour certain pour Haïti, mais surtout pour les Haïtiennes et les Haïtiens. Québécoise d'origine, aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle est plus haïtienne que moi. Alors, sur ce, sans ne plus tarder, animatrice, chroniqueuse, influenceuse, c'est avec une immense joie. Je vous dis, aujourd'hui, on est gâtés à Coconut Podcast. Étienne Côté-Paluc, comme si créolophile, Ishmael Meuse et Mélanie N. Bondu, dit Mélomel, messieurs, dames. Merci pour cette présentation. Ben là, my God. Puis ma marque de commerce, je vois qu'elle me dépasse avec mon cri strident. Quand je le fais, ça vient du cœur, donc... Mélomel, de t'avoir avec moi sur le plateau de Coconut Podcast, c'est comme... faut que nos auditrices et auditeurs le sachent. Lorsqu'on a parti Coconut, c'était Coconut Records. Ouais. Et yes, tu fais partie de ceux qui ont participé à l'idéation, hein? La création du projet, logo. Ouais. Ouais. Puis du projet, tu administres encore les pages Facebook. C'est incroyable, Mélomel. On tient à te dire un grand merci d'avoir été avec nous dès les tout débuts. Et puis, Upalago, toujours là. Yes, excellent. Merci à toi. Mélomel, Haïti, trajectoire tragique. À quand le correctif politique? On dit souvent que la culture est très reliée aux politiques. Tu t'es promené dans toutes les grandes salles de l'industrie de la musique haïtienne en Amérique du Nord, plus précisément sur la côte Est. Regarde le circuit Montréal, Boston, Philadelphie, Miami, Orlando, en tout cas. Hein, je n'ai pas fait Philadelphie, mais oui, Miami, Boston, New Jersey, New York, Québec, Ottawa, Toronto, excellent, Montréal. Tu as rencontré pas mal toutes ces grandes figures de la musique haïtienne, gars comme filles. On parlait d'éducation préalablement avec nos deux invités, Ishmael et Étienne, Côté-Paluc. J'aimerais t'entendre, toi, ce qui est en train de se passer en Haïti. Est-ce que les artistes n'ont pas un rôle d'éducation envers la population? On sait que tu as été très proche de grands artistes de monuments nationaux en Haïti, entre autres Feu Michael Benjamin. Ce dernier se donnait comme mission, dans toutes ses chansons, qu'il y ait un petit message d'éducation lors de la pandémie, le COVID-19. Il a même fait des chansons en ce sens. Bello, entre autres. 3 petits points. Ta lecture, toi, les artistes, est-ce qu'ils en font assez en ce qui a trait à l'éducation afin que les gens puissent changer cette façon de penser en Haïti? On t'écoute.
De base, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. C'est sûr que, bon, encore une fois, un artiste qui évolue en Haïti versus un artiste qui évolue aux États-Unis, au Canada ou ailleurs dans le monde, leurs réalités sont différentes. C'est sûr aussi que, oui, ils sont la voix du peuple. Beaucoup de gens les dénoncent. Dénoncent les situations, ils dénoncent ce qui se passe dans au niveau politique, comme Bello, comme BIC. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dénoncer ce qui se passe, mais behind the scene, on the look, où on ne le voit pas, ils sont aussi impliqués auprès du peuple. Pour nommer, oui, Michael Benjamin, qui a sa fondation Tissouf. J. Perry a une fondation que le nom m'échappe, qui redonne à la population. Wesley, et qui est à Montréal, en fait, qui évolue comme artiste canadien, mais qui est à l'international, d'origine haïtienne. Il est ici depuis 15 ans, vit de sa musique. Il a créé une école aussi en Haïti pour des garçons. Je pense que par année, bon, depuis le COVID et depuis la situation Petro-Caribé, je pourrais pas dire, mais par le passé, c'était 10 à 12 garçons par an qui pouvaient accueillir à l'école. Il y a, mon Dieu, qui d'autre? Il y avait SCAPA, qui était les artistes, secteur culturel et artistique pour la population, qui est un regroupement de un paquet d'artistes là, du HMI. Dire que... Puis là, j'aimerais avoir votre confirmation parce que tous les deux, vous êtes pas mal impliqués dans l'industrie musicale à certains égards. Puis on a un autre... Le HMI. Mélomel nous donne un son de cloche des fois qui est vraiment différent de ce qu'on est habitué d'entendre. Étienne Côté également, j'aimerais commencer avec toi. Est-ce que tu sens que les artistes en Haïti essaient, avec tous les moyens qu'ils ont, d'apporter du leur dans ce mouvement qui tend vers une Haïti meilleure? Bon, je pense que oui, ils essaient dans leur mesure. Après ça, on ne peut pas vraiment imposer à un artiste de faire des chansons politiques tout le temps. C'est sûr que la tradition du compas, c'est surtout des chansons d'amour. Donc, au niveau de la production artistique, c'est pas la même chose. Mais si tu es un artiste en Haïti, que tu as un certain succès... c'est presque inévitable que tu vas redonner à la société d'une manière ou d'une autre, dans ce que tu fais, que ce soit justement par des fondations, il y a cette tradition-là du mentorat puis de l'accompagnement des gens qui ont pas eu les mêmes chances. Toi-même, avec ta boîte de production, Gadon Blanc, ce qui veut dire « regarde un blanc », c'est assez intéressant, puis ça devient un running gag presque dans le pays entier. Parce que ta boîte est connue, mais toi, via la musique, on disait via tes articles, mais via la musique également, tu prends une position politique. Quand tu viens jouer à Haïti en folie, tu amènes un regard différent. Ah, un blanc qui joue de la musique haïtienne, ah, il a réussi à s'intégrer. Ben Mélomel également. J'aimerais, toi, t'entendre. Est-ce que tu sens qu'à travers ta musique, tu deviens un citoyen engagé quand tu mixes? Tu sais, quand tu fais jouer tel style de musique... Oui, peut-être, dans le sens que... Mais à la base, c'est quand on met de la musique, c'est pour faire une belle soirée, c'est pour avoir du fun. Puis en Haïti, c'est pas différent qu'ici. Donc, il y a des limites quand même à tout ça. Mais bon, c'est sûr qu'on essaie de s'impliquer, puis de montrer, de valoriser cette culture, puis ces productions artistiques-là, en disant, regardez, c'est pas vrai que le rabodaï peut pas se jouer avec du afro-house. Au contraire, il y a plein de gens de rapprochement qui se fait. C'est pas vrai que le rabodaï, il peut pas être comme le baile funk ou le funk carioca. Il peut pas être comme d'autres styles qui sont très propres, que tout le monde connaît, qui viennent de ces pays-là. Mais le rabodaï peut se développer. C'est pas vrai que d'autres styles de musique, là, évidemment, il y en a plusieurs, peuvent pas se développer, on peut pas être fier de ces styles-là, puis qui peuvent pas être du même niveau que ce qui se fait à l'international. Donc, c'est ça que j'aime montrer à travers la culture, mais après ça... Intéressant. Et Ishmael, par exemple, lorsque je posais la question, en Jamaïque, on va retrouver le reggae, qui est comme musique nationale, mais qui, par moment, va prendre une tournure assez politique. Je me rappelle, dans le compas, il y avait La Rose,
aussi à un certain moment, via les Olala Mandela, qui faisaient prendre conscience. Alors, toi, t'as un cousin, pour terminer, t'as un cousin qui s'appelle Freedom. Ah, là, je pense que ça, c'est le type d'artiste qui vraiment, via ses textes, mais alors, un monument d'Haïti également, là, j'aimerais t'entendre. Je pense que ma communauté d'artistes a failli grandement. Et peut-être que l'approche est différente dans ce qu'ils apportent à la communauté. C'est-à-dire que, premièrement, attendre une éducation de personnes qui sont très pauvrement éduquées. Les artistes haïtiens ne connaissent pas ni les droits d'auteur, ni leur propriété intellectuelle. Le système ne fonctionne pas. Ils ne se font pas rémunérer pour leur musique, mais ils se font rémunérer pour leur belle gueule et ce qu'ils peuvent apporter à des sponsors. Donc, main tendue. Et maintenant, pour pas froisser le sponsor, on ne peut pas adopter de position contre. Les artistes que nous valorisons, c'est eux qui nous donnent le char à péter, que j'applaudis aussi. Le rabodaï pourrait être un très bon support pour dénoncer aussi, mais pour fêter aussi, comme Étienne disait. Par contre, les artistes qui nous apportent, c'est l'acceptation d'aller jouer pour les gangs armés, c'est l'acceptation que la jeune fille doit être instrumentalisée, c'est l'acceptation... Il y a un DJ, là, on dit, qui a été joué récemment, et il a été vilipendé parce qu'il a accepté de jouer pour, soi-disant... Il était peut-être contraint... célèbre aussi. Il était peut-être contraint d'aller jouer. Par contre, en allant jouer, il faut aussi se responsabiliser que tu supportes les gangs en jouant pour eux. Parce que si le gang, parce que notre problème d'insécurité, les gars, ils sont à l'aise. Il a besoin d'un concert, il se fait apporter son concert. Il a besoin d'un docteur, il se fait apporter. Donc, il va réquisitionner toute la République et on se dira, ah, on est sous pression, donc on ne peut pas prendre position. Moi, je pense que nos artistes, ils ont failli. Et Tony Mix n'est pas un cas spécial. Et bon, sans acculer trop les artistes, et il y a des gars qu'il faut regarder, qu'il faut valoriser plus. Des gars comme Mika Ben l'a été partiellement, et comme Bello, comme BIC, comme... Pas ceux qui dénoncent seulement, mais ceux Freedom. Freedom aussi. Freedom est un peu plus passif, j'imagine, on pourrait en parler une autre fois. D'où mon commentaire de « ils font ce qu'ils peuvent ». Parce que tu vois, quand tu es établi depuis plus longtemps, que tu as un bon roulement au niveau de tes concerts, qui sont pas nécessairement avec les gangs armés, il y a des artistes qui vont choisir d'eux-mêmes de ne pas prendre cette voie-là et de galérer plus longtemps. Il y a des artistes qui vont dire, ben écoute, moi, il faut que ça démarre maintenant parce que sinon, je dois abandonner mon rêve, je dois abandonner le fait de faire de la musique. Exactement, je ne peux pas manger, je ne peux pas faire vivre ma famille. Donc, et puis, des fois, quand tu prends position, pour prendre l'exemple, Audi Rude Boy, ils ont voulu enlever son char, sa participation au carnaval, parce que, bon, tu dénonces l'histoire avec sa maman, malheureusement, et tout ça. Donc, oui, il y a une certaine partie où manque de soins et tout. Donc, oui, il y a une partie où, oui, certains ont failli, mais il y en a qui font ce qu'ils peuvent. Oui. Comme Bello, qui est impliqué dans Artistes pour la paix, dans un paquet de fondations, Femmes à aimer pour les femmes qui sont en prison. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui font ce qu'ils peuvent. Donc... Le nation building, on en parlait tout à l'heure. L'identité haïtienne, pour terminer, Mel. J'aimerais t'entendre là-dessus. Est-ce que nos artistes haïtiens peuvent réellement permettre qu'il y ait un changement de mentalité? Parce que c'est eux qui ont le micro, c'est eux qui ont l'attention du public. Et j'aimerais vous entendre. On fait un dernier tour de table là-dessus. Oui, Mel, je pense que oui. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Parce que ça met beaucoup de choses comme je te dis, ils font ce qu'ils peuvent. Est-ce qu'ils pourraient plus? Oui, mais est-ce que ça les met dans certaines autres situations? Avec les sponsors, s'il n'y a plus de sponsors, il n'y a plus de show. S'il n'y a plus de show... Donc, tu sais, donc des fois, c'est calculé, c'est plus passif. Des fois, il voudrait dire certaines choses, mais il va se retenir parce que ça ne va pas avec son mandat de lui qui l'engage pour faire son show. Il y en a, comme je dis, ils vont choisir de ne pas aller vers cette facilité-là et de galérer plus longtemps parce qu'ils sont capables de, au moins, manger. Donc, c'est aussi... Tu vulgarises si bien, Mel. Tu sais, pour toi, c'est si clair, là. Ishmael, j'aimerais t'entendre. La question, c'est est-ce que les artistes pourraient changer ou apporter, faire mieux? Certainement, je pense que les artistes devraient commencer par s'éduquer, comprendre leurs droits d'auteur, de propriété intellectuelle. Je vous donne des conseils
des pointeuses, si vous voulez. Allez voir la famille Benjamin. Ils sont très impliqués dans ce processus-là, encore aujourd'hui. Donc, alors que les artistes aillent s'éduquer, je pense que c'est le devoir de l'artiste de continuer à proposer, de pas juste rentrer dans cette complaisance de sonner des tapes, c'est bon, ça marche, je suis un tel, j'ai des millions de followers, et pas rentrer non plus dans des mouvements de juste de complaisance. C'est pas que quand les caméras sont allumées que le bien doit être fait, il doit aussi être fait derrière les rideaux, il doit être dans notre personne et dans notre agissement. Maintenant, c'est certainement des situations complexes, mais je pense que c'est du devoir des artistes de continuer à militer. Et il y a des gars qui se servent de la musique pour militer, Kébert Bastien, par exemple. Où il y en a plein d'autres, il y en a toujours eu, par contre. Et ceux qui ne veulent pas militer non plus, il faut savoir aussi que en flattant ceux qui détruisent la République, vous êtes aussi responsable de la destruction de la République, c'est mon message. Et je pense que oui, certainement, on pourrait faire mieux et il faut faire mieux. Donc, Étienne, côté? Ben, je suis d'accord avec ce que mes collègues ont dit, mais je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que la communauté d'artistes, c'est le reflet de la réalité des Haïtiens. Donc, si on veut que les artistes fassent quelque chose dans un sens ou un autre, il faut appuyer l'ensemble de la communauté haïtienne pour qu'elle puisse... Il faut la structurer, il faut être là pour appuyer toute la société, finalement, parce que c'est sûr qu'il y a des petits jeunes qui font du rap aujourd'hui puis qui pensent en vivre. Il y en a beaucoup en Haïti, mais il y en a pas beaucoup qui vont se rendre, puis souvent, ils sont pas, justement, ils n'ont pas la tradition du rap engagé, peut-être, dans leur petit coin, et ils vont plus triper sur certains types de rap club, mais ils ne voient pas qu'ils peuvent aussi, mais des fois aussi, qu'ils peuvent aussi raconter leur réalité, puis des fois aussi, on le voit, leur réalité, dans leurs paroles, puis ils font juste parler de leur propre situation, au final. Écoutez, messieurs, dames, ce fut incroyable de vous avoir avec nous aujourd'hui. Mélomel, il y a tout plein de gens qui ne te connaissent pas nécessairement, ou parlent créole, comme si, ou sont créolophiles. Bon, là, au contraire, avec des gens comme Étienne Côté, c'est juste, my God, on est-tu en Haïti, là, ou on est au Québec, tu sais? Toi, tu as grandi où? Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es tombé en amour avec Haïti et la communauté haïtienne en 1 minute? J'ai grandi à Montréal et j'étais déjà très mélomane. J'aimais la musique, les rythmes, tout ça. Et au secondaire, quelqu'un est arrivé et m'a fait découvrir Mika Ben. On était tombé d'amour pour monsieur. Ouais. Okay. Donc, concours chanter Noël, tout ça. Donc, j'ai une tombée d'amour pour artiste. Oui, je sais pas, j'avais senti quelque chose, il est venu me chercher, puis depuis jour 1, c'est fanatique, Mika Ben, d'amour pour Mika Ben, pour l'artiste. C'était un homme, un humain extraordinaire qui a fait plein de choses et qui avait encore plein de choses à faire. Mais... Et qu'on a peu célébré à Montréal, c'était un Montréalais, je tiens à le rappeler. Oui, donc il a fait ses études secondaires à Montréal, donc il était déjà dans un band à Montréal comme ça, puis voilà, donc... Et puis, ça fait que j'ai découvert la musique haïtienne petit peu par petit peu. Maintenant, je suis vraiment dans la culture de la musique haïtienne la à clé fond. de l'industrie de la musique haïtienne. Comment ça, tu rentres partout? Tu es dans tous les spectacles, dans tous les backstage. C'est à cause d'Ishmael? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, si tu aurais un mot pour résumer ton rapport avec la communauté haïtienne? Bien, en fait, d'avoir pris la porte d'entrée de la musique, ça fait que maintenant, aujourd'hui, 15 ans plus tard, je suis impliquée dans une fondation qui aide Haïti directement. On parlait tantôt de l'économie haïtienne. Donc, c'est une fondation québécoise qui s'appelle Fondation Haïti Partage, qui œuvre depuis 50 ans. On s'occupe de ramasser des fonds. Et on finance en fait certains projets, dont l'éducation, nourrir des enfants, payer des salaires de professeurs, reconstruire des dortoirs qui sont détruits par les séismes. Aussi, on essaie d'éduquer les gens à la culture de cultiver pour pouvoir manger plutôt que d'attendre que ça tombe du ciel. Donc, une fois que tu as mangé ta mangue, plante-la. Dans 3 ans, tu vas avoir des mangues. Donc, on ramasse les fonds, on les envoie
au gestionnaire de projet là-bas, comme Mika de Verteuil, bon, qui... Et après, c'est utilisé... C'est utilisé sur place. Donc, sur place, eux, ils vont aller voir les commerçants, ils vont aller voir les gens pour acheter du riz, de la farine, du sucre et tout ça. Et donc, c'est aussi un peu ma façon de faire ce que moi, Est-ce qu'Haïti a changé? Tranquillement, oui doucement. Oui ou non? Tranquillement, doucement. Vous répondez pas tranquillement, doucement. Ishmael, est-ce qu'Haïti a changé? Certainement. OK. Ben, le choix. Pas gain choix, pas gain choix. Messieurs, dames, écoutez, Coconut Podcast, ça fait déjà 2 ans, à la fin de toutes nos entrevues, on s'est promené là, à travers le Québec, la francophonie. On était à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Alors, en langue Innu, on nous dit Chinash Kumitin. Chinash Kumitin. Les Abénakis. Oui, les Abénakis dans la région de Drummondville, centre du Québec, ils nous disent Olé, olé. Olé, olé. Dans la région de Québec, les Hurons-Wendat, ils nous disent Téawek. 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 Téawek, ouais, Téawek. Ah ouais, j'aime bien ton... On n'est pas léglotte ou on ne l'est pas, On quoi. ne l'est pas. Ouais, maintenant, vous connaissez le créole. Vous avez nos amis algonquins. En langue algonquine, ils nous disent Mikwetch. Mikwetch. Puis là, on est dans la région de Montréal. Nos frères et sœurs des Premières Nations nous disent Niawen. Niawen. Et puis Haïti, qui ça veut dire? Napoué. Ouais, c'est ça, j'allais dire, je me dis quoi? Kébéla, Palagué. Palagué. Messieurs, dames, pour cette première de Coconut Podcast, le premier trio est 2023. Yes. Messieurs, dames, oui, nous étions avec les 3 premiers invités de la saison. 5? Les 3 premiers, parce que je suis avec vous là. Les autres, on les a dans d'autres séances. Ça, je vais le couper. Alors, messieurs, dames, oui, on vient de s'entretenir avec Étienne Côté-Paluc, collaborateur spécial à la presse. Il écrit actuellement sur Haïti. Allez le lire. Suivez-le sur Twitter également. Tout un réseau, une communauté sur Twitter, Étienne Côté-Paluc. Par la suite, on s'est entretenu avec Ishmael Meuse. Plus haïtien que ça, tu meurs. Alors, messieurs, dames, je vous invite à aller vous inscrire à l'Institut Trébasse. Vous allez devenir des geeks de la musique et vous pourrez parler politique avec lui sur les pauses. Il adore ça. Et pour terminer, eh bien là, vous devez l'inviter à souper pour entendre son cri strident. Ouais! Franchement, on a eu Mélomel avec nous. Elle voyage Paris, les États-Unis, Haïti comme pas possible. Là, maintenant, elle connaît Étienne Paluc, qui vont se croiser dans les aéroports. Yes. Assurément. Hey, salut, ça qu'a fait! Alors, messieurs, dames, on dit merci à notre équipe technique, Lugens, qui nous vient de Jacmel, qui est avec nous à Montréal, il travaille. Lugens. On a Philippe Fortin, qui est à la caméra. On lui dit un gros big up. Et on a le grand Manitou, Ishmael Meuse, qui est invité, mais également derrière la caméra. Alors, messieurs, dames, Coconut Podcast, international, Haïti, trajectoire tragique, à quand le correctif politique? Tous disent certainement pour bientôt. Alors, on croise nos doigts et on se dit que ça va arriver. Alors, on se revoit pour le mois de l'histoire des Noirs. Et là, franchement, d'autres grandes questions, ça commence dans pas longtemps. Sur ce, merci et à la prochaine. It's a wrap!